On croit connaître l'eau, n'est-ce pas? Pourtant, elle a une vie secrète. Juste sous la surface, que ce soit dans les rivières ou les océans, il y a toute une histoire. Une histoire souvent invisible et parfois même toxique. Aujourd'hui, on va justement retracer le voyage fascinant et un peu inquiétant des polluants. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Allez, on plonge dans le sujet. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, un petit retour en arrière pour voir que cette histoire de pollution n'est pas si nouvelle. Ensuite, on se demandera d'où vient la contamination aujourd'hui. Après ça, on suivra les polluants à la trace, on verra ce qu'ils provoquent, comme l'eutrophisation, un mot un peu barbare, on va décortiquer ça, et on terminera notre périple là où tout finit par arriver, l'océan. C'est assez fou quand on y pense, notre relation à l'eau. Elle a toujours été complètement paradoxale. D'un côté, on est capable de la protéger comme le plus précieux des trésors. Et de l'autre, on s'en sert un peu comme d'une poubelle géante. Et ça ne date pas d'hier. Et regardez ça, c'est l'illustration parfaite de ce paradoxe. Au XVe siècle, imaginez un peu, si on contaminait un puits d'eau potable, la sanction pouvait être la peine de mort. Rien que ça. Parce que c'était vital pour la survie de la ville. Mais en même temps, juste à côté, on donnait carrément le droit à des industries hyper polluantes, les tanneries, les abattoirs, de jeter absolument tous leurs déchets directement dans les rivières. Deux poids, deux mesures. Et cette mentalité, on la voit bien évoluer, ou plutôt stagner, sur plusieurs siècles. On savait donc très bien protéger des points d'eau bien précis comme les puits du Nuremberg. Mais la pollution à grande échelle, celle des rivières, on l'a longtemps ignorée. C'est vraiment un problème beaucoup plus récent. Et puis, il y a eu un tournant majeur vers 1850, l'arrivée de l'industrie chimique moderne. Et là, c'est une toute autre histoire qui commence, avec une avalanche de polluants complètement nouveaux qui débarquent dans l'environnement. Bon, assez parlé d'histoire. Revenons à notre époque. Aujourd'hui, d'où vient toute cette contamination? Quelles sont les sources? Eh bien, elles sont multiples et souvent bien plus proches de notre quotidien qu'on pourrait l'imaginer. En gros, on peut regrouper tout ça en trois grandes catégories. D'abord, tout ce qui vient de l'agriculture. Quand il pleut, l'eau ruisselle sur les champs et emporte tout sur son passage. Ensuite, bien sûr, les rejets industriels. Et enfin, nos propres déchets, ceux qui viennent des villes, mais aussi ceux liés à l'activité en mer. Alors, pour mettre des noms là-dessus, l'agriculture, c'est principalement les pesticides et les engrais, bourrés d'azote et de phosphore. L'industrie, c'est un cocktail chimique très varié. Le monde urbain, c'est-à-dire nous, c'est de plus en plus les résidus de médicaments, d'antibiotiques et bien sûr les fameux microplastiques. Et pour le maritime, on pense tout de suite aux marées noires, mais il y a aussi des choses plus insidieuses comme les filets de pêche abandonnés qu'on appelle les filets fantômes. Ok, donc le polluant est libéré dans la nature. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne reste pas sagement là où il est tombé. Non, il part en voyage. Et pour savoir où il va aller, à quelle vitesse et comment, il faut regarder sa carte d'identité chimique, en quelque sorte. Ce sont ses propriétés qui vont tout décider. Et voilà la question essentielle. Qu'est-ce qui va déterminer le destin d'un polluant? Pourquoi est-ce que certains vont contaminer le champ du voisin alors que d'autres vont se retrouver à l'autre bout de la planète? Tout se joue, comme on va le voir, sur quelques propriétés physiques et chimiques clés. Premier critère, et c'est le plus évident, l'hydrosolubilité. En clair, est-ce que le polluant se dissout bien dans l'eau? Si la réponse est oui, alors c'est un peu comme s'il avait un ticket illimité pour voyager avec le cycle de l'eau. Il peut aller partout, très vite, et surtout, il peut s'infiltrer très profondément jusqu'à atteindre nos réserves d'eau souterraines, les nappes phréatiques. Deuxième propriété importante, la viscosité. C'est juste un mot compliqué pour dire si un liquide est épais ou fluide. Pensez au miel comparé à l'eau. Un polluant très fluide, peu visqueux, va s'infiltrer dans le sol à toute vitesse. Un polluant épais et pâteux sera beaucoup plus lent. Cette vitesse, bien sûr, est absolument cruciale pour comprendre l'étendue de la contamination. Et la troisième propriété, c'est la volatilité. C'est la tendance qu'a une substance à s'évaporer, à se transformer en gaz. Et là, ça change tout. Parce qu'un polluant qui s'évapore, il quitte l'eau pour rejoindre l'atmosphère. Et une fois dans les airs, il peut être emporté par les vents sur des milliers de kilomètres. Avant de retomber plus loin avec la pluie, le problème est passé de l'eau à l'air pour redevenir un problème d'eau, mais ailleurs. Donc si on résume, c'est la nature elle-même qui se charge du transport, le vent qui emporte les pesticides pulvérisés, la pluie qui lessive les sols et l'air, l'érosion qui arrache la terre contaminée et l'emmène dans les rivières. Bref, toutes ces forces naturelles deviennent, sans le vouloir, des alliés de la pollution pour la disperser partout. Bon, on a compris comment les polluants se déplacent. Maintenant, la question c'est, quelles sont les conséquences quand ils arrivent à destination? On va se pencher sur l'un des phénomènes les plus impressionnants et les plus graves, l'eutrophisation et la création de ce qu'on appelle des zones mortes. Alors, comment ça marche une zone morte? C'est une réaction en chaîne, un vrai cercle vicieux. Étape 1. Il y a un afflux massif de nutriments dans l'eau, surtout l'azote et le phosphore, qui viennent des engrais. Étape 2. L'eau est comme surfertilisée, ce qui provoque une explosion d'algues vertes en surface. Ça devient une sorte de soupe épaisse. Étape 3. Ce tapis d'algues empêche la lumière de passer. Les algues finissent par mourir et tombent au fond de l'eau. Et c'est là que le pire arrive. Étape 4. Les bactéries qui décomposent toutes ces algues mortes se mettent au travail. Et pour ça, elles consomment énormément d'oxygène, tellement qu'à la fin, il n'y en a plus du tout.
Et l'étape finale, forcément, sans oxygène, plus rien ne peut vivre. Les poissons, les crustacés, tout suffoque. C'est une zone morte. Et attention, ce n'est pas qu'une histoire de nutriments. Ce voyage à longue distance, on le voit aussi avec d'autres polluants. Prenez le dioxyde de soufre des usines par exemple. Il peut monter dans l'atmosphère, voyager avec les nuages sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, et retomber bien plus loin sous forme de pluie acide. Et là, ce sont des lacs et des forêts entiers qui peuvent être dévastés très très loin de l'usine d'origine. Finalement, que ce soit via les fleuves, la pluie, le vent, tous ces polluants, après leur long voyage, finissent presque tous par arriver au même terminus, leur réceptacle ultime, l'océan. Et si on avait besoin d'une preuve que ce transport est vraiment mondial, la voilà. Elle est assez incroyable. En 1969, des chercheurs ont analysé de la neige en Antarctique. Et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé? Du DDT. C'est un pesticide qui était utilisé massivement à l'époque, mais dans l'hémisphère nord, il n'a jamais été utilisé en Antarctique. Trouver du DDT là-bas, c'est la preuve ultime qu'un polluant peut faire le tour du globe. D'accord, mais comment l'océan arrive-t-il à disperser ces polluants à l'échelle de la planète? Le secret, c'est un mécanisme qu'on appelle la circulation thermohaline. Pour faire simple, il faut imaginer un immense tapis roulant sous-marin mondial, un courant géant qui relie tous les océans. Et ce qui fait tourner ce tapis roulant, c'est la densité de l'eau, qui elle-même dépend de deux choses, sa température, thermo, et sa salinité, haline. Le fonctionnement est assez fascinant. Tout commence au pôle. L'eau de surface se refroidit énormément. Quand la banquise se forme, le sel est expulsé de la glace, ce qui rend l'eau environnante encore plus salée. Une eau très froide et très salée, c'est une eau très dense. Tellement dense qu'elle coule, elle plonge littéralement vers les fonds marins. Et là commence un très long voyage qui peut durer des siècles au fond des océans. Cette eau va traverser la planète avant de finir par se réchauffer et remonter à la surface, souvent dans les régions tropicales. Et ce cycle, qui ne s'arrête jamais, ne brasse pas que l'eau. Il transporte la chaleur, les nutriments et bien sûr, les polluants. Cette citation résume tout en fait. L'océan mondial constitue en définitive l'ultime réceptacle des agents toxiques et autres contaminants produits par la civilisation technologique. C'est difficile d'être plus clair. L'océan, c'est la poubelle finale où tout s'accumule. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la fin. Si l'océan est vraiment ce piège final, ce réceptacle ultime, et si les polluants peuvent y rester piégés pendant des siècles dans ces courants profonds, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du plus grand écosystème de notre planète? C'est une question qui pèse lourd et qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi ce décryptage.